Bonjour à tous, bienvenue sur la radio ICR, la radio du Bureau des Arts de l'Institut catholique de Rennes. Aujourd'hui, deuxième émission sur les mystères, on en a déjà fait une l'année dernière, toujours en présence d'Élise. Salut Élise. Salut. Donc voilà, moi c'est Emeline, on est toujours sur le même sujet comme l'année dernière pour Halloween. L'année dernière on l'avait pas fait pour Halloween, mais là on s'est dit allez, on refait une deuxième émission sur les mystères. Avec de nouveaux sujets, plus de sujets. Oui, cette fois-ci, on en a 6, c'est 6 ça? sujets, exactement. Et on va essayer de vous présenter tout ça dans la prochaine heure. Voilà. Voilà, sinon, si jamais vous voulez revoir ou que vous pouvez pas voir jusqu'à la fin l'émission là, on a une chaîne YouTube. Du coup, Exactement. vous pourrez la revoir. Et le nom... C'est Harpolon BDA ICR sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre et à regarder les vidéos. Il y en a déjà une sur un sujet qu'on a fait l'année dernière, que deux de nos collègues ont fait l'année dernière sur Batman. C'est Batman, ouais. C'est une émission de l'année dernière. Donc là, c'est la première émission de cette année. On espère que on va en avoir plus que l'année dernière. Oui. Mais voilà, si vous avez des remarques, des suggestions, évidemment, vous pouvez interagir avec nous dans le chat. Donc allez-y, il n'y a pas de problème. On commence ? On commence. Du coup, c'est moi qui vais commencer avec le mystère du bateau Marie-Céleste. Du coup, le Marie-Céleste, c'est un brick-goélette américain qui a été découvert au large des Açores le 4 décembre 1872. Du coup, ayant quitté New York un mois plus tôt avec le gréement endommagé et la cale partiellement inondée mais toujours en état de naviguer. Le gréement, pour tous ceux qui n'ont pas le pied marin comme moi, c'est l'ensemble du matériel nécessaire à la manœuvre des navires à voile, à l'amarrage et à la sécurité de tous les navires, comme par exemple les agrès, cordages, la mâture et les voiles. Du coup, quand il a été retrouvé, sa cargaison d'alcool dénaturé était intacte, ainsi que l'intérieur des cabines. Cependant, aucun membre de l'équipage n'était présent. Il n'y avait pas une seule trace d'eux, ce qui fait de ce bateau, du coup, l'un des exemples les plus célèbres de vaisseaux fantômes. On va un peu revenir dans le passé pour voir un peu l'histoire de ce bateau. Du coup, son nom de création, c'était l'Amazone et il a été créé en 1861 au Canada. Puis, quelques années après, en 1868, il a été vendu à des armateurs américains et renommés, du coup, et n'a eu aucun problème de navigation jusqu'en 1872, date du mystère ou du désastre, vous l'appelez comme vous voulez. Du coup, il a été découvert par le brick-goélette britannique Dei Gratia, je sais pas si je le dis bien, je suis désolée si c'est pas le cas, et a été remorqué jusqu'à Gibraltar, puis a subi une étude des diverses explications de ce mystère par le tribunal maritime, dont les conclusions se sont avérées être soit une tentative d'escroquerie, une mutinerie de l'équipage, ou bien même un acte de piraterie. Mais personne n'arrive à trouver d'autres preuves, du coup ça reste irrésolu jusqu'alors. Du coup, en 1885, son propriétaire échoua même volontairement sur un récif de la côte d'Haïti en faisant une tentative de fraude à l'assurance. Du coup, quelque chose que j'ai pas dit, mais après l'inspection, bien sûr, le Marie-Céleste il continua de naviguer avec d'autres propriétaires, mais son image de bateau fantôme ne le quitta jamais en fin de compte. Et il y a même de nombreuses œuvres de fiction et théories qui ont été créées, faisant du Marie-Céleste une pieuvre géante ou kraken, ou alors une intervention paranormale. De quoi se glacer le sang. Exactement, et moi je trouve que cette histoire, en tout cas personnellement, j'avais déjà entendu parler de cette histoire, l'histoire du Marie-Céleste, très 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 rapidement, mais c'est vrai que c'est une histoire assez intéressante parce que on n'en retrouve pas souvent des bateaux où il y a personne dedans qui navigue tout seul en fait. Oui, ça me fait un peu penser à Pirates des Caraïbes, Oui, avec exactement. le bateau avec l'homme pieuvre, là j'ai oublié son nom. C'est pas le Hollandais. David Jones. Oui. Et le Hollandais volant, Et le c'est bien ça. Hollandais volant, c'est ça. Ça a Oui, un peu pensé à cette histoire. Ouais, je pense que les créateurs de Pirates des Caraïbes Peut-être. se sont inspirés. Mais il y a beaucoup de légendes autour des bateaux fantômes, mais c'est vrai que le Marie-Céleste, pour moi, c'est une des légendes les plus importantes Ouais. sur les mers. Un peu comme les légendes type Triangle des Bermudes, etc. Oui. Très passionnant comme sujet, mais très mystérieux, on va dire. Hyper intéressant, mais oui, effectivement, c'est très, très particulier. On va retourner à l'ère moderne. On va retourner
il y a 50 ans, exactement. On va parler peut-être d'une personnalité que vous connaissez, D.B. Cooper. D.B. Cooper, c'est un homme. C'est un homme, c'est le surnom donné à un homme non identifié ayant détourné le vol 305 de la Northwest Orient Airlines du 24 novembre 1971. Pendant donc ce vol entre Portland dans l'Oregon jusqu'à Seattle dans l'État de Washington, donc le pirate de l'air a annoncé à une hôtesse qu'il avait une bombe sur lui et a demandé 200 000 dollars américains, non, dollars canadiens d'ailleurs, c'est très non, dollars américains, pardon. Dollars américains, c'est très important pour l'histoire. Je réexpliquerai plus tard, peut-être à la fin de l'émission. 200 000 dollars donc américains en rançon, équivalent à 1 338 000 dollars américains aujourd'hui en 2021. Quand même. Ainsi que 4 parachutes lors du premier atterrissage à Seattle, parce qu'il a atterri 2 fois, là, c'est très important. Donc après avoir relâché les passagers du vol à Seattle, Cooper a demandé à l'équipe du vol de faire le plein de l'avion et de redécoller vers Mexico. Environ 30 minutes après avoir redécollé, Cooper ouvrit la porte de l'avion, déploya les escaliers et se parachuta au-dessus du sud-ouest de l'État de Washington. Cooper n'a alors jamais été identifié, appréhendé ou retrouvé. En fait, ce qui est important dans cette affaire D.B. Cooper, c'est que elle est ultra proéminente dans le folklore américain. Genre, c'est la seule affaire de détournement d'avion n'ayant jamais été résolue. Le suspect n'ayant jamais été retrouvé. Si cet homme on l'appelle D.B. Cooper, c'est une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on l'appelle D.B. Cooper si on ne le connaît pas. Si on l'appelle D.B. Cooper, en fait, c'est parce que le pirate a enregistré son billet au nom de Dan Cooper, plus tard transformé par les journalistes en D.B. Cooper. Et en fait, le nom D.B. Cooper, même s'il est faux, on devrait l'appeler Dan Cooper ou Cooper, le nom D.B. Cooper, il est resté en fait. Et c'est aussi après cette affaire que des renforcements au niveau de la sécurité dans les aéroports et sur les avions ont été entrepris. Notamment aux États-Unis, on a ce qui est appelé le Cooper Vane, qui a été mis en place. C'est en gros, si vous voulez, un système qui empêche l'escalier de l'avion d'être déployé en vol. L'année dernière, on a donc fêté les 50 ans de cette affaire. Fêté, c'est un bien grand mot. Et Netflix a sorti une mini-série documentaire que j'ai vue d'ailleurs. Ah, comment tu l'as trouvée du coup ? Alors, mon opinion est très mitigée en fait sur cette mini-série. J'adore les mini-séries documentaires de Netflix. Elles sont genre souvent incroyables. Je comprends. Mais cette série-là, je l'ai pas trop appréciée parce que on s'intéresse davantage au folklore qu'a généré Cooper et à toutes les histoires autour de Cooper que à l'affaire en elle-même et aux véritables indices qu'on a et à la véritable histoire, quoi. Donc c'est ça qui m'a le plus gênée. Mais elle est très très bien. On peut la regarder sans problème et elle est très très soft. Franchement, c'est une bonne série. Et donc, la question aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est dans cette affaire ? Où sont les indices ? Est-ce qu'on a un suspect ? Est-ce qu'on a quelqu'un ou pas ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 3 indices les plus importants qui ont été retrouvés donc, dans l'avion directement lors du vol, en fait, qui peuvent nous permettre de déterminer le coupable. On a donc une cravate à clip noir, un clip nacré et 8 mégots de cigarettes à filtre de la marque Raleigh. On a également retrouvé une partie de l'argent de la rançon près de Vancouver. Le problème, c'est que cette affaire, elle s'est passée dans les années 70 et qu'on n'avait pas du tout les mêmes moyens ni les mêmes technologies qu'aujourd'hui et qu'il est désormais quasi impossible, même avec des tests ADN, de déterminer qui est D.B. Cooper avec certitude. On a des théories, mais on ne peut pas déterminer avec certitude qui est vraiment cet homme. Mais on a quand même une série de suspects. 3 suspects sont les principaux suspects en fait. On a Ted Braden, Richard McCoy et Robert Rackstraw, qui sont donc les principaux suspects, notamment d'un point de vue physique et par rapport aux dessins faits par l'équipage du vol, puisqu'on a eu
toute une série qui sont extrêmement connues. D'ailleurs, sur l'affiche de l'émission de radio là, que Erwan nous a fait, il y a le croquis de D.B. Cooper, du physique de D.B. Cooper, le portrait robot, voilà, de D.B. Cooper. Et donc, il ressemblerait à ça, en tout cas, il ressemblait à ça. Et donc, ces 3 suspects sont aussi des suspects d'un point de vue de leur expérience, parce que ce qu'on apprend, notamment dans la série Netflix, c'est que Cooper devait avoir une expérience très importante, notamment d'un point de vue militaire, pour pouvoir utiliser par exemple un parachute, pour pouvoir savoir qu'à tel moment, il va falloir faire ravitailler l'aéronef, il va falloir déployer l'escalier, etc. Donc il y a vraiment besoin, il devait avoir une expérience très pointue en termes d'expérience militaire. Et donc le FBI a déterminé qu'il fallait donc justement avoir un sacré bagage de connaissances pour pouvoir être capable de mettre en place un tel hijacking. Et donc en conclusion, après bientôt 51 ans, je pense clairement qu'on ne retrouvera jamais D.B. Cooper. Et même il est fortement probable que Cooper soit en fait décédé lors de son saut en parachute parce que les conditions météo le soir du hijacking était absolument terrible. Le 24 novembre 1971, c'était en pleine nuit. Les conditions météo étaient catastrophiques. Et il est fort probable en fait que Cooper soit décédé et qu'on n'ait jamais retrouvé son corps. Les principaux suspects, donc Ted Braden, Richard McCoy et Robert Rackstraw, sont aujourd'hui tous morts. Donc on ne peut même pas être sûr, on peut même pas leur demander, on peut même pas être sûr que ce soit eux. Et ont donc emporté avec eux le secret de D.B. Cooper. Donc voilà, c'était cette petite histoire, c'est très intéressant parce que ça fait 50 ans. Et ça va bientôt faire 51 ans d'ailleurs. Dans un mois, ça va faire 51 ans. Joyeux anniversaire à D.B. Cooper. Et c'est vrai que c'est ultra étrange. C'est un des mystères les plus importants de l'aviation parce que genre disparaître comme ça dans la nature, c'est ça. Et puis qu'on ait retrouvé vraiment quelques petites traces certes, mais on sait vraiment pas ce qu'il est devenu, s'il est mort, s'il est pas mort. On sait rien du tout quoi. Et si jamais il n'est pas mort, comment il a fait pour, avec autant d'argent, ne pas se faire repérer Exactement. Et moi, personnellement, j'ai une opinion sur l'affaire. Je pense vraiment que Cooper est décédé, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y a forte chance pour qu'il soit vraiment décédé en sautant. Ouais. Surtout que la physique, c'est-à-dire la géographie, la topographie du lieu où il a sauté, en fait, elle a vraiment changé depuis 50 ans. Et on est certainement passé à côté de beaucoup de choses. Et je pense que on risque d'avoir d'autres indices peut-être dans les prochaines années, prochaines décennies, mais je pense pas. Ça va être un peu comme Jack l'Éventreur. Je pense qu'on ne va pas... On n'en aura jamais le fin mot de l'histoire. Exactement. Tiens, on va aller sur une autre histoire dont on n'aura jamais le fin mot non plus. C'est l'affaire des lettres de Circleville, en bon anglais. Je sais pas si tu connais cette histoire. Vite fait, je crois avoir entendu parler, mais très très peu. Vas-y, c'est une histoire à en faire pâlir Desperate Housewives, vraiment. Ouais. En gros, c'est une affaire sordide qui s'est déroulée durant les années 70 dans la petite ville de Circleville, en Ohio, aux États-Unis, du coup. En effet, la vie là-bas était tranquille jusqu'en 1976, date à laquelle plusieurs habitants ont reçu des lettres étranges d'un expéditeur anonyme. Cette histoire est l'une des affaires les plus mystérieuses des États-Unis. Elle regroupe mensonges, meurtres et chantage. Malheureusement, l'auteur des lettres, comme j'ai dit plus tôt, n'a jamais été retrouvé, mais il semblait en savoir énormément sur la vie privée des destinataires des lettres au vu de l'exactitude des faits relatés. Le seul indice existant dans cette affaire est le tampon indiquant que la lettre provenait de Columbus, une autre ville qui n'est pas très loin. Toujours dans l'Ohio, je suppose. Toujours dans l'Ohio, je crois. Certaines de ces lettres étaient vraiment très angoissantes.
Mais la victime ayant le plus souffert est Mary Gillespie. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'était une conductrice scolaire sur laquelle l'auteur s'est vraiment acharné, quoi. Du coup, la première lettre qu'elle a reçue en 1976 l'accusait d'entretenir une relation avec Gordon Massey, le directeur de l'école pour laquelle elle travaillait alors, qu'elle était déjà mariée à Ron Gillespie, d'où le nom. D'où le nom, oui, c'est bien ce qui me semblait. La lettre disait « Reste loin de Massey, ne mens pas quand on te demandera si tu le connais. Je sais où tu habites, j'ai observé ta maison et je sais que tu as des enfants. Ce n'est pas une blague, prends cela au sérieux. Toutes les personnes concernées ont été prévenues et tout cela sera bientôt terminé. » Du coup, pas très sympa le petit agresseur. C'est pas ouf, quoi. Non. Bah du coup, Marie, comme on peut l'imaginer, a pris peur et a caché la lettre sans en parler à quiconque. Ce qui n'est pas un très bon move, je pense. Oui, bon. À sa place, je pense que j'aurais fait pareil, personnellement. Oui. Mais en soi, elle avait peur, mais elle pensait aussi que c'était une mauvaise blague, quoi. Oui, ouais. Un petit rigolo, pas très rigolo, du coup. Mais elle a reçu une deuxième lettre encore plus menaçante, du coup. Alors, cette lettre disait « Gillespie, je t'ai donné 2 semaines et tu n'as rien fait. Avoue tout et informe-en l'école. Si tu ne le fais pas, je vais diffuser ton histoire sur CBS à travers des posters et des panneaux d'affichage jusqu'à ce que la vérité se sache. » Du coup, c'était pas marrant non plus, mais du coup, Marie ne fait rien, encore une fois. Donc l'auteur, un peu agacé, il adresse une lettre à Ron, son mari, dans lequel il lui racontait tout, y intégrant même une menace de mort qui aurait été mise à exécution si Ron ne prévenait pas l'école de la relation qu'entretenaient du coup Marie, sa femme, et Gordon. Donc on avait un premier suspect dans cette affaire qui est David Longbury, un collègue de Marie dont elle a refusé les avances. Mm-hmm. D'après elle, il aurait pu du coup vouloir se venger. Oui. Voilà. Fort probable. Oui. Du coup, Ron, en sachant ça, il a envoyé un message au petit David, lui disant qu'il avait été démasqué. Mais après une brève accalmie, durant laquelle le couple n'a pas reçu de lettre, les menaces ont repris de plus belle. Donc ils n'ont jamais su si c'était David ou non, quoi. Ok, je vois. Du coup, voyant que ça ne faisait rien, l'auteur s'en est ensuite pris aux enfants du couple. Ah! Et il a même appelé Ron à son domicile le 17 août 2020, pendant que Marie était en voyage. Donc c'est très très récent. Oui. 17 août 2020. Oui, il y a peut-être eu une erreur de date, mais oui. Furieux, du coup, Ron il s'est emparé de son fusil. Oula. Et il est sorti au volant de sa camionnette en expliquant à ses enfants qu'il allait mettre un terme à toute cette histoire. On peut comprendre un peu sa haine quand même. T'imagines pendant tant d'années se faire un peu harceler. Mais de là, après, c'est les États-Unis. États-Unis, armes. Oui, bon. Voilà. Mais malheureusement, il y a eu un petit problème. C'est qu'en cours de route, il a subi un accident qui lui a du coup coûté la vie. Ah. Le pauvre Ron est mort. Et du coup, certaines sources ont indiqué que sa camionnette s'était écrasée contre un arbre et qu'il était mort sur le coup. Et selon Dwight Radcliffe, le shérif du comté de Pickaway, Ron aurait conduit en état d'ébriété et avait un taux d'alcoolémie qui était 2 fois supérieur à la limite autorisée pour conduire. Et ils ont donc écarté la thèse du meurtre, quoi. Oui. Donc, voilà. Mais... toutefois, les Gillespie ont réfuté ces déclarations en expliquant que Ron ne buvait que très occasionnellement, c'était pas un fanat de tout ce qui était alcool et tout. Et il y avait un petit défaut dans l'analyse de la police, et plus précisément dans l'analyse du fusil qu'il avait sur lui, qui a révélé qu'il avait tiré un coup de feu peu de temps avant sa mort. Fait étrange, la balle n'a jamais été retrouvée sur les lieux de l'accident, quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Oui. Même si t'es bourré, tu vas pas tirer un coup de feu sur l'arbre sur lequel tu vas t'écraser, quoi. Ouais, sauf si l'arme s'est déclenchée au moment de l'accident. Ça se peut aussi. C'est possible. Mais Ça se qu'on peut. n'ait pas retrouvé la balle, c'est étrange. Bizarre. C'est surtout ça, ouais. Après, l'erreur est humaine, ils ont pu ne pas l'avoir non plus. Mais c'est bizarre, quoi.
Du coup, après le décès de Ron, Marie, elle était effondrée, quoi. Mais le plus dur, c'est qu'elle a continué à recevoir des lettres. Ah, Oui, elle en a reçu près de 39 entre 1777 et 1983. Du coup, il y avait bien une erreur de date de tout à l'heure. Je suis désolée. c'est bien ce qui me semblait. Ça me paraissait vraiment très... Non, je devais penser à autre chose au moment-là, au moment de prendre des notes. Mais du coup, ouais, elle en a reçu près de 39 entre 1977 et 1983. Désolée, je vais y arriver. Et du coup, en même temps qu'il envoyait des lettres à Marie, l'auteur envoyait également des lettres aux autres habitants de Circleville. Du coup, voilà, le petit boug, Marie, ça lui suffisait pas. Il fallait qu'il y ait vraiment, il envoie et qu'il fasse peur à toute la ville, quoi. Du coup, autre petit rebondissement dans l'affaire, le 7 février 1983, Marie elle conduit son petit bus et tout, de l'école et tout, et elle voit un panneau la concernant. Du coup, elle descend pour pouvoir arracher le panneau et l'affiche qui s'y trouvait surtout. Mais il y avait une boîte avec un pistolet qui était accroché. Ah. Oh, c'est pas très réjouissant, quoi. Non. On peut soit se dire c'est un petit message en mode suicide-toi ou un petit truc dans le genre. Donc, pas faux folichon. Et du coup, ce qui est bien, c'est que cette arme, elle a permis à la police de remonter jusqu'à Paul Freshour, qui est devenu le suspect principal de l'affaire de Circleville. Mais ce dernier s'est défendu en expliquant qu'il s'était fait voler son pistolet récemment. Ok. Voilà. Mais du coup, ces déclarations n'ont pas été nécessaires à convaincre la police. Et à l'issue de son procès, Paul a écopé d'une peine de 7 à 25 ans de prison ferme. C'est très large comme Oui. laps de temps entre Ouais. 7 et 25 ans. C'est 7 et 25, d'accord. Bon. On va dire 25 ans, si tu préfères. Non, mais c'est juste la justice américaine. Oui. Bon. L'Amérique entière, des fois... Oh, on va rien dire. Ouais. Mais du coup, pendant sa peine d'emprisonnement, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et ce, jusqu'à son décès dans les années 2000. Voilà. D'accord. Et le plus étonnant, c'est que pendant l'incarcération de Paul, dans la prison de Lima, des lettres continuaient de circuler à Circleville. C'est exactement ce que j'étais en train de me demander. C'est est-ce que les lettres ont cessé Oui, non, elles n'ont pas cessé, elles ont continué. Et même, du coup, le pauvre petit Paul, on a reçu une en prison. Ah, Du coup, au final, cadeau. il a été libéré en 94, au moment où les lettres ont cessé. d'accord. Qui est assez bizarre. Étrange. Et jusqu'à ce jour, du coup, on ignore qui en était l'auteur. À votre avis? Non, mais je pense que c'est un peu une histoire particulière parce qu'il n'y a pas du tout de crime, entre guillemets. Il n'y a pas de... C'est ça. Il y a quand même eu un mort, mais un mort indirect. De façon indirecte. Oui, et puis c'est particulier. Il faut quand même être ultra déterminé pour envoyer des lettres comme ça à tout le monde. Oui, c'est surtout ça. Et ne pas se faire prendre, quoi. Ne pas Oui. faire une seule erreur pouvant te faire avoir, quoi. Exactement. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a une personne qui se fait harceler par une autre personne et on n'arrive jamais à déterminer qui est le harceleur. Et on verra bien dans les prochaines années, mais je pense un peu comme toi, un peu comme pour l'affaire d'E.B. Cooper, qu'on va pas retrouver l'auteur. Non. C'était les années 80 80-90, je crois que tu m'as dit. Oui, ça a commencé dans les années 70. Oui. Et ça continue jusqu'en 94. Et donc pendant 24 ans. 24 ans, c'est un peu À long, peu 24 ans. Mais oui, pendant 24 ans, c'est long. Et puis, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque 50 ans. Ouais. Donc, je puis, pense que ça va être compliqué pour retrouver. C'est un petit peu comme pour l'affaire d'E.B. Cooper dans les années 70. C'était un peu... c'était assez light, la justice. C'est ça. Et puis, je pense le fait qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de vol de biens, ni rien. De mort, entre guillemets, puisqu'il y a quand même eu Ron. Oui, c'était Ron, je crois. Oui. Ron. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de mort directe,
Eh ben, ils s'en foutent un peu, je pense. C'est juste des lettres, en quelque sorte, même si ça a gâché la vie de Mm. Marie, par exemple. Bah, il y a énormément de mystères non résolus aujourd'hui. D'ailleurs, petit aparté, Netflix a sorti un deuxième volume de Unsolved Mysteries que j'ai vu ce matin d'ailleurs. Il y a 3 épisodes qui sont sortis, 3 autres épisodes vont sortir cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus. Et il y en aura encore 3 autres après. Mais du coup, voilà, si vous avez envie de regarder des séries avec des affaires irrésolues. Mais oui, il y a beaucoup d'affaires, notamment aux États-Unis, qui demeurent aujourd'hui irrésolues, dont on n'a toujours pas trouvé ni le coupable, ni les raisons, ni rien du tout. Et je pense que des affaires qui sont beaucoup plus graves, qui impliquent la mort peut-être parfois de plusieurs personnes. Et donc je pense que les lettres de Circleville restent une affaire qui est intéressante, mais qui n'est pas la priorité pour les services secrets, notamment les services secrets américains, aujourd'hui. D'ailleurs, on a un petit commentaire d'un petit rigolo du BDA qui nous dit « À mon avis, c'était le colonel Moutarde ». Oui, T'en penses quoi? Je pense que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans le bureau. On ne sait jamais. Pour ceux qui ont à la rêve, c'est le Cluedo, évidemment. Pour ceux qui ont moins de 50 ans, bienvenue dans le monde des jeux de société de vieux. Et voilà. Mais moi, j'ai juste un petit truc, c'est que du coup, le premier suspect, David Longberry, Ouais. genre ils ont juste envoyé une lettre et puis ils ont abandonné l'idée que ça soit lui. Et ça, j'ai trouvé ça chelou, parce que même si quelqu'un te dit « Oh, je sais que c'est toi », tu vas pas lui dire « Oui, c'est moi, j'arrête tout de suite ». Bah, je pense qu'il y a plusieurs... Là, on est vraiment passé Oui, on a très vite survolé fait le truc. sur l'affaire. Les affaires, d'ailleurs, en général. Mais je pense que la police avait ses raisons de ne pas le suspecter. Il avait peut-être probablement des alibis. Non, mais je crois pas que ce soit la police qui l'ait suspecté au début. Je crois que c'était juste Marie et Ron. Ah oui, d'accord. Mais après, je pense qu'ils ont quand même dû en parler à la police plus tard. Mais en tout cas, quand j'ai fait mes recherches, ça disait juste que Marie et Ron le suspectaient et lui ont envoyé une lettre. Ouais, Mais qu'ils n'ont jamais su si c'était lui ou non, quoi. je vois. Ouais, bah, je sais pas. Il y a beaucoup de... Tu sais, il y a un certain folklore autour de ces mystères non résolus. Et il peut y avoir énormément de suspects. Moi, je sais que, je vais revenir vite fait sur l'affaire de Billy Cooper, mais j'ai pris 3 suspects, principaux, qui étaient pour moi les suspects les plus plausibles, on va dire. Mais si vous allez voir sur la fiche Wikipédia de D.B. Cooper, ou si vous regardez par exemple la série Netflix, où il y a énormément de films et de bouquins et même d'œuvres qui font référence à l'affaire D.B. Cooper, vous vous rendez compte qu'en fait il y a beaucoup de suspects, il y a beaucoup de gens qui clament avoir été D.B. Cooper sur leur lit de mort. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent un tel qui est D.B. Cooper parce que machin a dit que. Il y a énormément de suspects, mais aujourd'hui, les 3 suspects principaux, ce sont ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Mais voilà, lorsqu'il y a un folklore qui se construit autour d'une théorie, d'un mystère non résolu, beaucoup de gens vont essayer de clamer leur implication dans l'affaire pour des raisons de royalties et pour des raisons d'envie de célébrité, je pense. Oui. L'être humain, quoi. Exactement, donc il faut savoir faire la part du vrai et du faux. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause avant d'enchaîner sur nos 3 prochaines histoires? On vous fait juste on vous dit juste les 3 prochaines histoires. Donc moi personnellement, je vais parler du manuscrit de Voynich. Et après, du coup, je parlerai de la malédiction de Tecumseh. Et enfin, on finira par le Cicada 3301. Voilà, du coup, on se dit dans quelques minutes. Quelques minutes, petite pause musicale. À tout de suite.
Tout le monde, vous êtes toujours sur la radio ICR, la radio du BDA. On est toujours en compagnie d'Élise. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Et on est toujours sur les mystères, les mystères irrésolus aujourd'hui. La deuxième partie de l'émission de l'année dernière. Et donc là, on va entamer l'affaire du manuscrit de Voynich, qui est une affaire très importante. Et qui est une affaire qui laisse un petit peu, à... Pardon, on a un petit souci technique. Il y a un avion dehors. Bref. Donc oui, le manuscrit de Voynich, donc c'est un manuscrit qu'on a retrouvé il y a quelques temps déjà, il y a plusieurs décennies, mais qui est un manuscrit qui est très important et qui est plein de mystères. Donc le manuscrit de Voynich, c'est un codex illustré. Donc un codex, c'est l'ancêtre du livre moderne, écrit à la main, dans un langage inconnu qu'on pourrait appeler le voynichien ou le voynichois. Voilà. On a tenté de dater au carbone 14 le vellum. Donc en fait, le datage au carbone 14 nous permet de déterminer le carbone 14, donc c'est un isotope du carbone, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le carbone daté au carbone 14 permet de déterminer à peu près quand est-ce que un objet ou un objet date en fait. Donc on a tenté de dater au carbone 14 le vellum, et le vellum donc c'est le support sur lequel le manuscrit est rédigé. Donc le vellum c'est une sorte de peau, une sorte de cuir en fait, un cuir très fin. Un cuir du coup d'animal. Oui, un cuir d'animal. Et il semblerait que ce manuscrit date du XVe siècle. Donc c'est un manuscrit qui reste quand même assez récent. Donc autour de la Renaissance italienne. Ce qui est très intéressant avec cette histoire, c'est que on ne sait pas grand-chose en fait du bouquin. On connaît pas l'auteur, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne connaît pas son origine, ni son but, ni même sa langue. On connaît rien en fait de ce qu'il y a dedans. Ce manuscrit est vraiment source de débats et d'hypothèses parmi la sphère scientifique. On ne sait pas si c'est un texte d'une langue naturelle ou d'une langue construite. En tout cas, c'est un texte d'une langue inconnue. On ne sait pas si c'est un message codé encore non déchiffré, ou alors ça peut être un fake total, ça peut être un livre totalement construit, hein, voilà. Mais on a quand même quelques infos sur le manuscrit. On sait qu'il regorge d'une multitude d'illustrations, de dessins, qui nous donnent une idée de ce que peut contenir le manuscrit. Donc on sait donc aujourd'hui qu'elle contient des informations sur les plantes, l'astronomie, la balnéologie, l'astrologie ou tout ce qui est pharmaceutique. Ouais, donc rien de très dangereux non plus, quoi. Non, c'est pas un livre où c'est vraiment cryptique. C'est un livre où on pense que c'est une sorte d'herbier, on pense que c'est une sorte de livre, vous savez, avec les plantes médicinales qui permettent de déterminer que faut-il utiliser, voilà, et puis sur le cycle lunaire, etc. On pense que c'est un livre qui parle de ça, mais le problème c'est que voilà, c'est une langue qu'on ne connaît pas et qui, dans l'arbre des langues, il y a un arbre, vous savez, avec les origines, etc., un peu comme pour l'évolution humaine. On ne sait pas le placer, on ne sait pas d'où il vient, il est complètement tout seul en fait. Et donc beaucoup ont affirmé, ces dernières décennies, ont affirmé avoir déchiffré le manuscrit de Voynich. Mais en fait, à chaque fois, leurs découvertes ont été débunkées parce que leurs analyses, en fait, elles étaient trop subjectives, elles n'étaient pas assez fondées, ou que les protocoles de déchiffrage n'étaient pas respectés. En fait, il y a beaucoup de protocoles à respecter lorsqu'on essaie de déterminer l'origine, la signification d'une langue, etc. Et tous les scientifiques ou les pseudo-scientifiques qui auraient qui auraient déchiffré le manuscrit ne l'ont en fait pas déchiffré, ont publié des études qui sont faites uniquement pour générer de l'argent et pour générer de la célébrité.
Encore une fois, l'être humain. Exactement. Et donc, en bref, ces pseudo-découvreurs pouvaient faire dire tout et son contraire au manuscrit. Donc voilà, ça c'était l'histoire du manuscrit de Voynich. C'est une histoire qui est assez courte, mais qui est assez intéressante parce que ça montre que les découvertes qu'on fait aujourd'hui ont un impact énorme sur ce qu'on pourrait retrouver plus tard. Je pense notamment à, je crois que c'est la pierre de Rosette, qui nous a permis de déterminer, enfin de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, puisqu'il y avait une partie qui était... donc je crois que c'est un français, je sais plus le nom exactement du français, les historiens du Tchad pourront nous dire, qui était en Égypte sous l'ère napoléonienne. Ils ont découvert la pierre de Rosette et il y avait une partie qui était écrite, je crois, en grec ancien ou en latin, et une autre partie qui était écrite en hiéroglyphes. Et en fait, c'était le même texte mais écrit en 2 langues. Et donc avec le grec ancien dont on avait déjà des connaissances, on a pu déterminer le langage hiéroglyphique, le langage égyptien, les langages égyptiens, puisqu'il en existe plusieurs. Et donc on se rend compte qu'en fait, il suffit qu'on trouve une manière de décoder un autre support sur lequel il y a des écrits en voynich pour pouvoir peut-être décrypter ce manuscrit, pour avoir d'autres idées. Donc je pense que c'est un mystère qu'il faut rester attentif à ce qui va se passer dans les prochaines décennies, dans les prochaines années autour du manuscrit de Voynich, parce qu'on peut déchiffrer ce manuscrit. Je pense que on a de quoi déterminer ce qu'il y a vraiment là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as pas d'idée, non? T'as pas d'opinion? Non, c'est quelque chose de très mystérieux et je pense pas que ça sera pour tout de suite la découverte. Mais... Non, c'est clair. Non, va falloir découvrir un moyen de traduire. Et puis je me dis que ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui avait une grosse maladie mentale ou quelque chose comme ça, qui a peut-être écrit comme ça, ou ça peut être ça aussi, ou alors c'est juste quelqu'un qui voulait vraiment un manuel que personne puisse lire, et que du coup, comme on sait pas ce qu'il y a dedans, et que du coup, il n'y aurait aucun autre support sur lequel on pourrait trouver... J'espère pas, hein, j'espère qu'on aura... Je pense pas, ta thèse sur les maladies mentales, je pense pas que ce soit entre guillemets un fou. Alors je ne dis surtout pas que les personnes qui sont atteintes de maladies mentales sont folles, mais dans ce cas, je pense pas, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une certaine logique dans ce qui a été écrit, que les symboles ils sont pas complètement aléatoires. Ouais. Il y a une certaine logique, il y a une certaine cohérence dans la manière dont c'est écrit. On ne comprend rien, hein, mais on est capable de voir que, en termes de structure, en termes de syntaxe, dans l'ensemble, c'est assez cohérent, et que donc il faut... Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu... c'est peut-être un code, hein, c'est probablement un code. C'est peut-être juste une langue inconnue. Mais pour moi, la thèse du c'est un fou, je pense pas. Très honnêtement. Après, comme c'est moi qui ai fait les recherches, je suis capable d'avoir un avis un peu plus tranché. Mais très honnêtement, je pense pas. À voir. Tu penses pas que ça pourrait être un peuple, du coup, une petite... je sais pas moi... vraiment un tout petit peuple qui a disparu et que du coup, on a retrouvé que ce manuel pour le moment? Une civilisation éteinte, je pense que c'est assez compliqué, parce que c'est il me semble que c'est un manuscrit qu'on a retrouvé en Europe. Donc déjà, à l'époque, l'Europe était déjà extrêmement peuplée. Ouais. En plus, c'est le 15e siècle, donc c'est vraiment récent. C'est pas comme si c'était préhistoire. Récent, il y a 500 ans, quoi, mais... Oui, mais tu sais que genre 500, 600 ans, c'est récent dans l'histoire de l'humanité. Et pour moi, je pense pas, il y a pas eu je crois pas qu'il y ait eu de civilisation, de peuple qui aurait pu... Je crois que c'est au niveau de l'actuelle Pologne qu'on l'a retrouvé. Je pense pas qu'il y ait une civilisation. Après, je pense que c'est possible aussi, hein, c'est tout à fait possible, c'est une des théories qui est avancée. Mais voilà. Voilà. Bon, sur ce mystère, on va passer au suivant, qui est un peu plus... comment dire... Je dirais pas irréaliste, mais un petit peu pour tous ceux qui ne croient pas au pouvoir magique de malédiction. Comme moi, je ne crois pas en la magie.
Donc c'est la malédiction de Tecumseh. Je suis désolée si je prononce mal, encore une fois. Et du coup, cette malédiction débute par un contexte très particulier, qui est la guerre de Tippecanoe. Du coup, elle se déroule dans l'état de l'Indiana et ses environs. Le gouverneur de l'époque est donc William Henry Harrison et cherche à étendre son territoire, comme un peu tous les grands hommes politiques de cette époque. Oui, l'Amérique à cette époque, c'était une Amérique très expansionniste qui voulait aller vers l'ouest. Donc effectivement, dans l'Indiana, le gouverneur... C'était un de tous ceux Exactement. qui voulaient étendre leur territoire, quoi. Mais du coup, il y a un petit problème pour le petit William Henry Harrison, c'est que les autochtones, qui sont du coup les tribus indiennes, étaient déjà présentes sur ce territoire qu'ils voulaient prendre. Du coup, je vous fais un petit cours d'histoire, attention. Il faut savoir que les colons américains et les Indiens d'Amérique se sont déjà affrontés à maintes reprises à l'époque et que les autochtones ont toujours résisté aux Américains. Oui, c'est vrai que la conquête de l'Ouest aux États-Unis a été très compliquée pour les Américains. Ils ont essuyé de nombreuses défaites. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que ils ont récupéré l'entièreté des États-Unis, Oui. Mais qu'il existe encore quelques réserves indiennes, oui, quelques réserves indiennes. Malheureusement, aujourd'hui, le statut des Indiens est très peu respecté, des Indiens d'Amérique est très peu respecté. C'est un autre sujet, peut-être qu'on... On pourra peut-être en parler une autre fois. Hein. Mais du coup, oui. Donc, ils résistaient des maintes fois aux Américains. Et du coup, l'Indien Tecumseh et sa tribu n'allaient pas se laisser faire non plus. Du coup, la guerre est officiellement lancée lorsque le chef de la tribu des Shawnee, Tecumseh du coup, souhaite créer une union entre les Premières Nations. Cela impliquerait donc un élargissement de son territoire et donc un empiètement sur les terres d'Harrison, ce qui ne lui plaît pas du tout. Donc c'était un peu une guéguerre à celui qui aura le plus gros territoire, quoi, si je puis dire. Exactement. Donc l'issue de cette guerre, malheureusement, elle est tragique. Après 3 heures d'affrontement et 50 guerriers tués, les troupes de Tecumseh, appelées troupes de l'Étoile filante, ce qui est un très joli nom, je trouve, finissent par rendre les armes et abandonnent leur village. C'est alors que le chef indien lance une malédiction contre ce peuple, les ayant humiliés, lui ainsi que son peuple. Alors du coup, sa malédiction, je le cite, « Chaque président élu dans une année qui se finit par le chiffre 0 mourra de façon brutale avant la fin de son mandat. » Voilà, donc c'est assez c'est précis. Pas Jojo. C'est très, très précis, je trouve. Oui. Du coup, voilà. Donc, on peut, au cours de l'histoire des présidents des États-Unis, il y a eu plusieurs présidents du coup qui ont été touchés, apparemment, par cette malédiction. Du coup, je vais vous faire la petite liste de ces présidents. En 1840, il y a du coup le fameux William Henry Harrison. En effet, c'est le premier président frappé par cette malédiction de Tecumseh. Car l'ancien gouverneur de l'Indiana sera élu en 1840, comme je viens de le dire. Il mourra donc 1 mois après sa prise de fonction d'une pneumonie. Voilà. J'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à William Henry Harrison. C'est qu'en fait, il a donné un speech. Donc, vous savez, lors de l'inauguration des présidents américains, il donne un speech. Et en fait, il faisait très froid ce jour-là. Et William Henry Harrison a parlé pendant beaucoup trop longtemps. Et il a chopé une pneumonie. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et je trouve que c'est une mort très, très particulière. Très dommage. C'est très dommage, oui. Mais du coup, est-ce que le fait qu'il ait parlé durant ce grand froid ne ferait pas partie de la malédiction ? C'est possible aussi. Du coup, après William Henry Harrison, il y a eu Abraham Lincoln, élu en 1860. Le président Lincoln, connu notamment pour son application dans la fin de l'esclavage sur le territoire américain, et son chapeau reconnaissable, bien sûr. Il se fera assassiner par un partisan sudiste au cours de son 2e mandat en 1865. Du coup, la malédiction a eu un peu de mal à l'atteindre. Un peu de retard, oui. Mais elle l'a eu quand même. Donc, le 3e n'est autre que
James Garfield en 1880. Donc il se fera tirer dessus à 2 reprises par un homme politique du nom de Charles Guiteau, contrarié par le rejet de sa candidature au consulat, et succombera de ses blessures en 1881. Très susceptible, monsieur Charles Guiteau. Oui, beaucoup trop susceptible. Et du coup, après, on a William McKinley en 1900 qui mourra lui aussi par balle durant son 2e mandat. Encore un petit retard de la part de la malédiction. Ensuite, du coup, on a Warren Harding en 1920, dont la mort reste encore un mystère. Malheureusement, on ne s'épanchera pas dessus. Donc, certains pensent qu'il s'agit d'un empoisonnement, d'autres affirment qu'il a succombé, je vais y arriver, à une pneumonie lui aussi. Ah, bah dis donc. La malédiction aime beaucoup les pneumonies, apparemment. Oui. Donc après, un autre très grand président, en tout cas très connu, c'est Franklin Roosevelt. Du coup, en 1940, c'était le président des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il succombera d'une hémorragie cérébrale lors de son 3e mandat. Un peu plus vénère, je pense, comme mort. Oui, et puis il souffrait déjà, je sais plus quelle maladie il avait, mais il souffrait déjà d'une maladie qui était incurable à l'époque et c'est ça qui l'a achevé. Emporté. D'ailleurs, petite anecdote, encore une anecdote, j'ai plein d'anecdotes dans ma besace. Il est décédé alors que quelqu'un était en train de peindre son portrait. Il est décédé sur sa chaise, voilà. C'est très embêtant. Pauvre personne qui était en train de le peindre. Ils n'ont jamais réussi. La personne n'a jamais fini du coup son tableau. Et il y a sur internet justement le portrait de Roosevelt. Non fini. Non fini, exactement. C'est quand même dommage. Alors ensuite vient le tour d'un président très très connu et surtout d'une affaire très reconnue aussi. C'est John Fitzgerald Kennedy en 1960. Du coup, qui a eu sûrement la mort la plus connue et la plus tragique, comme je viens de le dire. En gros, il se fera assassiner par une balle dans la tête en 1963 à Dallas. Et ça a été la mort d'un président qui a le plus choqué les États-Unis, je pense. Oui, parce que finalement, cette mort, elle a été télévisée, puisqu'on on a eu malheureusement l'assassinat en direct. Enfin, en direct. Elle a été retransmise. Et aujourd'hui, je ne connais plus déjà le suspect principal, mais je crois qu'il a été déclaré coupable, mais il a été assassiné par quelqu'un d'autre, ce coupable. Mais avec le recul, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir qu'un seul coupable. Et donc aujourd'hui, ça reste encore un très grand mystère, l'assassinat de JFK. Qui sont derrière cet assassinat. Oui. Exactement. Mais ce que je trouve horrible, c'est de retransmettre à la télé la mort de quelqu'un, en fait. C'était une... Je sais pas si c'était en direct ou si c'était... ça a été retransmis, mais de toute façon, il est décédé donc dans sa... Je crois que c'était une Cadillac avec Jackie Kennedy à côté de lui, donc d'une balle dans la tête, et il était en train de saluer la foule, en fait. Ouais. Mais du coup, il a été justement assassiné devant des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ouais. Donc voilà. C'est effectivement une mort très tragique. Oui. Et je pense que c'est la mort la plus tragique de l'histoire des États-Unis. Voilà. Très joyeux tout ça. Très joyeux. Et on arrive enfin au dernier président atteint par cette malédiction. Du coup, c'est Ronald Reagan. Donc ce dernier président trompera la mort en 1981 en résistant à une tentative d'assassinat. Du coup, de ce fait, il brise un peu la malédiction des Tecumseh. Mais il succombera cependant de la maladie d'Alzheimer en 2004. Voilà. Donc, les gens sont pas éternels quand même. C'est ça. Voilà. Mais ce fut un peu comme celui qui a sauvé un peu les présidents de cette malédiction, quoi. Oui, parce que... Alors, on est en 2022. Le président Joe Biden, l'actuel président, a été élu il y a 2 ans. Donc, il a été élu en 2020. On va voir si la malédiction s'applique aussi à Joe Biden.
Mais je crois que, alors si je dis pas de bêtises, George W. Bush, W. Bush a été élu en 2000 Ah. et il n'est pas mort. Donc je crois que il n'a pas été élu en 2000. Non, il est pas là, il est pas mort. Voilà, c'est ça. Il a évité une chaussure, effectivement, il a évité une chaussure en pleine conférence, George W. Bush. Donc il a un peu évité la Il a malédiction. un peu lui aussi. évité. Non, Et mais puis, voilà. je pense que Joe Biden, vu son âge un peu avancé, la malédiction n'aura peut-être pas le temps Je pense, de ou alors s'opérer. c'est la malédiction qui lui dit vous mourrez de vieillesse. Voilà. Ça sert à rien que j'agisse là-dessus. Mais oui, alors moi, si j'ai un avis sur cette histoire, c'est que je suis assez critique parce qu'on sait très bien que le rôle des... Non, mais oui, mais j'aime pas la magie, je crois pas à la magie, mais ni aux malédictions d'ailleurs. Mais je suis assez critique parce qu'on sait très bien que le statut de président américain, c'est le job le plus dangereux au monde. Je crois qu'il y a un président sur 11 qui meurt pendant ses fonctions. Un président américain sur 11, sachant qu'il y a eu 46 présidents américains, ça fait beaucoup. Et puis souvent, ils attisent bien la haine des gens, donc dans tous les cas... Oui, et puis même, de toute façon, il y a les tentatives d'assassinat contre les présidents américains, c'est très 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 fréquent. Ouais. Aujourd'hui, il y en a un peu moins qu'avant, mais ça m'étonne même pas que Ronald Reagan ait failli être assassiné, que John Fitzgerald Kennedy ait été assassiné, que Abraham Lincoln ait été assassiné. Évidemment que ça fait un peu malédiction, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien entre les deux. Je pense que c'est juste la fonction qui fait que Mais aussi vous êtes très sujet à une mort potentielle en fait. C'est ça. Mais je pense que les Américains ont aussi ce petit côté naïf de croire à tout ce qui pourrait être un peu effrayant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, pour moi, je vais pas juger un peuple. Parce que... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, cette malédiction a vraiment commencé à leur faire peur à partir du moment où elle a été fortement relayée à la suite d'un article dans le magazine Ripley's Believe It or Not, une franchise américaine centrée sur des événements bizarres ou controversés qui se passent dans le monde. D'ailleurs, très 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 bon musée que j'ai été voir du coup avec mon compagnon à Amsterdam. Et franchement, excellent. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit un homme à 3 jambes. Je sais pas moi. On a vu aussi une partie du mur de Berlin, ce qui est très impressionnant, on va dire ça comme ça. Malheureusement pour moi, il y avait un clown dessus de dessiner et j'ai la phobie des clowns. C'était trop bien. Mais du coup, suite à cet article dans le magazine Ripley's Believe It or Not, les Américains se sont alors intéressés de plus en plus à cette malédiction. Et du coup, la peur planait un petit peu au-dessus de chaque tête à chaque élection, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Vas-y. En 1980, le président Jimmy Carter a prononcé un petit speech où dedans il disait à ce sujet, je cite, « Je n'ai pas peur. Si j'étais persuadé que ça allait arriver, je persisterais à vouloir rester président et ferais de mon mieux dans les derniers jours qu'il me resterait à vivre. » Soit il croyait pas du tout en ce genre de choses du style malédiction, ou soit alors il était juste mais extrêmement badass, quoi. Ouais. Il a été élu en 80, Jimmy Carter. Je vais regarder. Voilà. Et bonne question parce que c'est intéressant. Jimmy Carter, il est extrêmement vieux aujourd'hui. C'est le dernier président, c'est le plus vieux président américain encore en vie. Je crois que juste après lui, il y a Bill Clinton. Et Bill Clinton a été élu, je crois, en 94, un truc comme ça. Non, qu'est-ce que je dis, 96. Tous les présidents après, entre Jimmy Carter et 76. Ah, il a été élu en 76, donc la malédiction n'est pas... Oui, il avait juste rien à voir avec la malédiction. Mais c'était peut-être pour sa campagne de réélection. Oui, c'était en 1980 son petit speech. Non, il était gouverneur en 70, ouais.
Non, mais exactement. Et Jimmy Carter, aujourd'hui, il est extrêmement vieux. Il a genre 95, 96 ans, un truc comme ça. Et il pète encore la forme. Donc, au final, la malédiction pas. Voilà, si vous êtes président américain, vous pouvez vivre très longtemps. Donc, voilà. Mais du coup, à votre avis, Mythe ou réalité? Voilà, c'est ça, cette malédiction, mythe ou réalité, à votre avis? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et on va tout de suite passer à une nouvelle histoire. Dernière histoire, on va parler de l'affaire Cicada 3301. Donc en fait, Cicada 3301, c'est le surnom donné à 3 séries d'énigmes postées sur le net, donc sous le nom de 3301, entre 2012 et 2014. La première énigme a été postée sur le site 4chan le 4 janvier 2012 et a duré presque un mois. Une nouvelle série débute un an plus tard, puis une autre série un an après, le 4 janvier 2014, après qu'un indice ait été posté sur Twitter. Ce dernier puzzle n'a pas encore été résolu. La première intention de l'organisation était de recruter des individus intelligents via une série d'énigmes. Un nouvel indice a été posté sur Twitter le 4 janvier 2015. Cette série de puzzles se base sur la sécurité des données, la cryptographie, la stéganographie et l'anonymat sur le net. Cicada 3301 est désigné comme le puzzle le plus mystérieux et élaboré de l'âge d'Internet, et est considéré comme un des 5 mystères les plus étranges irrésolus d'Internet par le Washington Post. Beaucoup ont spéculé sur l'utilité de ces puzzles, outils de recrutement pour la NSA, la CIA, le MI6, une conspiration franc-maçonnique, ou un groupe cyber-mercenaire. D'autres pensent que Cicada 3301 n'est en réalité qu'un ARG. Un ARG, c'est Alternate Reality Game. En gros, c'est un jeu de réalité alterne. Un jeu, si vous voulez, qui mélange vie réelle et Internet. Bien qu'aucune entreprise ou individu n'ait tenté de rendre Cicada 3301 lucratif. Les indices délivrés par Cicada 3301 s'étendent sur divers médias, dont Internet, par téléphone, via la musique, ou des CD amorçables Linux, des images numériques, des symboles sur papier et des pages de livres non publiés, écrits en runes. Donc les runes, c'est une langue inventée, en fait, une langue construite. L'un des livres nommé Liber Primus, donc premier livre, donc qui signifie premier livre, contient de nombreuses pages, seulement quelques-unes ont été déchiffrées. Ces indices cachent aussi de nombreuses œuvres d'art, de poésie ou de musique. Chaque indice a été signé par la même clé privée OpenPGP. Donc OpenPGP, c'est une clé sécurisée qui permet de déterminer, qui permet de confirmer l'authenticité d'un document. Et donc on sait qu'on a tous ces indices qui sont authentiques. Maintenant, voilà. C'était l'affaire Cicada 3301. C'est une affaire où on n'a pas beaucoup d'informations parce que j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails techniques, parce que c'est une affaire qui est extrêmement complexe sur Internet. Résolue dans tous les cas. C'est une affaire irrésolue, donc vous pouvez vous aussi essayer de tenter de résoudre cette énigme. Et je vous incite aussi fortement à aller voir la chaîne de Feldup, qui est un YouTuber qui est spécialisé dans tout ce qui est mystère et dark web. Et il a fait une vidéo assez longue et assez complète en fait, comme la galette, sur Cicada 3301. Veuillez l'excuser pour cette blague. On est en fin de journée, il est 17h14. Et j'ai trouvé très très intéressante et je me suis basée sur cette vidéo oui, pour faire cette petite présentation. Mais effectivement, c'est extrêmement complexe et j'ai pas tout compris. Mais c'est extrêmement intéressant parce que ça montre comment est-ce qu'on peut faire une sorte de jeu de piste sur Internet, comment est-ce qu'on peut sécuriser ces données. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur Cicada 3301, donc je vous invite très fortement à aller voir la vidéo de Feldup, elle dure 45 minutes. C'est une vidéo qui est extrêmement complète et extrêmement intéressante. Et puis 45 minutes, je crois que pour ces vidéos, c'est pas si long que ça. D'habitude, c'est plus long. Donc estimez-vous heureux qu'elle soit aussi courte, celle-ci. Oui, c'est une vidéo extrêmement intéressante et c'est effectivement, je pense, une des meilleures vidéos de sa chaîne.
Donc voilà. C'est pour dire. Toi, t'as une opinion sur Cicada 3301 ou pour toi c'est complètement obscur? Alors, Moi, c'est complètement ouais, obscur. Hein. c'est assez obscur. Après, j'ai vu, je sais pas si tu l'as dit, que quelqu'un avait réussi la première étape. Oui, Voilà. Donc, déjà, pour réussir la première étape, le mec devait vraiment. ce sont des gens qui ont passé Ouf. des heures et des heures et des heures sur 4chan à essayer de trouver les clés parce que Ouais. c'est vraiment très compliqué en fait. Si vous y intéressez, en fait, vous allez voir que c'est extrêmement compliqué de trouver les indices et tout. Il faut s'y connaître beaucoup en informatique Exactement. aussi. Donc, bien joué. N'hésitez pas Mais- si vous avez des questions dans le chat. Oui, si vous avez des questions, des commentaires, des choses à dire, allez-y, on va y répondre. Pour cette petite fin d'émission. Une émission un peu plus longue que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à dire. C'est ça. Le problème, c'est que avec autant de mystères, on ne pouvait pas se restreindre et faire des histoires plus courtes. Et encore, on a fait 6 histoires et on les a survolées. Peut-être qu'un jour on refera une 3e émission. Ça pourrait être cool, ouais. Après, du coup, le fait qu'on ait survolé, c'est cool aussi, puisque du coup, vous, auditeurs, vous pourrez, s'il y en a une histoire qui vous a le plus plu que les autres, vous pourrez mener l'enquête et même découvrir des choses qu'on n'a peut-être pas vues ou dites. Donc, Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Énormément de choses. Et il y a encore aujourd'hui d'autres mystères qui sont irrésolus. Et si vous avez des idées de choses à parler, des idées d'émissions, des idées de mystères qu'on pourrait traiter, bien sûr, on est tout à fait preneuse. oui, toujours. On a un petit commentaire de Lisa qui nous dit pas trop de questions pour moi, mais c'était super intéressant. Du coup, merci Lisa. On te remercie, c'est super gentil pour ton petit commentaire. Ça nous encourage à continuer comme ça. Exactement. Même si ça sera sûrement pas nous les prochaines à faire la prochaine émission. Non, je pense pas. On verra. Oui. Il y aura peut-être des petits nouveaux Exactement. à venir parler. Et du coup, ton affaire préférée, toi, c'était Cooper? Moi, c'est D.B. Cooper, Ouais. clairement. Parce que c'est une histoire... Enfin, c'est... Je sais pas. J'ai été le plus intéressée par D.B. Cooper parce que c'est un... Tu te rends compte qu'en fait, tu sais rien du tout. Genre, il a disparu comme ça. Ouais. C'est volatile. Comment D'ailleurs, un homme peut disparaître, quoi. Ouais, exactement. Je reviens justement sur ce que j'avais dit par rapport au dollar américain. En fait, il y a un des suspects, c'est un Québécois. Un des suspects est québécois parce que lorsque D.B. Cooper a demandé une rançon, il a précisé donc 200 000 $ américains. Et dans le langage habituel, dans le langage courant des Américains, vous ne dites pas des dollars américains. Et donc, je pense qu'il voulait s'assurer de ne pas recevoir des dollars canadiens. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que c'était des dollars américains. C'est effectivement parce que les dollars américains et les dollars canadiens, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas utiliser vos dollars américains au Canada et vous pouvez pas utiliser vos dollars canadiens aux États-Unis. Donc oui, c'est très intéressant et j'ai beaucoup apprécié faire sur ce sujet. Je connaissais déjà un petit peu l'affaire, mais voilà, m'y mettre un peu plus en profondeur, c'était très intéressant. Toi, ton affaire préférée? Les 3 histoires que j'ai racontées m'ont quand même assez plu. J'aime beaucoup le fait, le petit côté un peu pirate du Marie-Céleste, Ouais. un peu pirate des Caraïbes, comme on a dit tout à l'heure. Mais j'aime bien aussi l'affaire des lettres de Circleville, parce qu'en fait, on connaît rien du motif en fait de l'auteur des lettres, quoi. Ouais, On ne sait pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pris Marie plus en grippe que les autres, et surtout pourquoi il a arrêté d'un seul coup comme ça, quoi. Probablement une affaire de jalousie qui a duré beaucoup trop longtemps. Oui. 24 ans, c'est un peu long. un peu long quand même comme jalousie, ouais. Mais voilà, est-ce qu'on a des questions? Non. Vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube et sur Twitch en replay. Si vous avez des commentaires,
Allez-y. N'hésitez pas à les mettre là-bas, surtout. Voilà, on ira Ou voir. même sur notre page Instagram, on vous répondra dans tous les cas. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez vu les affiches, on vient d'en coller quelques autres là. Le 31 octobre, du coup, pour le fameux jour de l'horreur, on fait une petite vente de gâteaux et de jus de fruits donc, dans le hall. Donc n'hésitez pas à passer nous voir le 31 octobre, Exactement. toute la Notez. journée. Et du coup, voilà, on sera très heureux de vous accueillir et de vous parler, que ce soit de l'émission ou d'autres choses. N'hésitez pas. Exactement. Un mot de la fin, peut-être? Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bonne fin de journée.